Ok, donc, la dernière fois, on a parlé de différentiel total et de calcul d'erreur. Donc, je vais, comme d'habitude, repasser un petit peu sur le cours pour vous rafraîchir les idées. Donc, on parlait d'une fonction. Dans tout le chapitre, on parle que de fonctions qui vont de R puissance n dans R, c'est-à-dire qu'on prend n valeurs de R, donc n réelles, et on leur associe une valeur x, f de x, f de x1, x2. Donc on peut imaginer ça comme y par exemple. Donc on prend n valeurs, n paramètres par exemple, et on nous donne la valeur finale qui est un nombre. Donc on prend n nombres et on trouve un nombre. C'est ça l'idée. Donc on peut imaginer des tas d'exemples. On en a pris un en cours, mais il y en a plein. Par exemple, le coût d'un pont, la construction d'un pont ou d'un ouvrage électrotechnique, ou alors d'un barrage, d'un ouvrage hydraulique ou de n'importe quelle construction, ça va être une fonction de paramètres comme le prix du béton au mètre cube, le nombre d'ouvriers par jour et par... voilà. Ensuite, on va avoir des tas de facteurs qui sont reliés à l'environnement. Enfin, on aura des coefficients ici, des paramètres, et ces paramètres, on aura une certaine fonction, en général, qui n'est pas forcément triviale à trouver, et qui va nous permettre d'obtenir un résultat en fonction de ces paramètres-là. Et là, par exemple, ça sera le coût de la construction. C'est une possibilité. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Et donc, c'est important de savoir utiliser ces fonctions. On va voir aujourd'hui aussi pourquoi, parce que tout ce qu'on fait en ingénierie, c'est toujours de l'optimisation. Donc, notre but, c'est vraiment d'optimiser une fonction. Que ce soit le poids d'un... Bon, si on fait de l'aéronautique, le poids d'un avion par rapport à sa portée. Donc, un avion qui peut aller plus loin, il va être plus lourd, parce qu'il doit emporter plus de carburant. Donc, il y a toujours un optimal à trouver entre un objectif, des contraintes, et parfois plusieurs objectifs simultanément. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on trouve ces paramètres qui vont nous permettre de minimiser ou maximiser cette fonction. C'est ça la vraie question derrière tout ce qu'on fait maintenant. Donc c'est pour ça que c'est très important de savoir au moins comprendre les idées générales qui vont derrière la description de ces fonctions. Voilà, parce que tout est une fonction de plusieurs variables. Il y a pratiquement... Je ne vois pas de contre-exemple en fait dans la vie de tous les jours, même si vous voulez organiser votre vie de tous les jours, savoir où vous habitez, si vous habitez plutôt proche de la ville, plutôt proche de la campagne. À la campagne, c'est moins cher, mais il y a plus de transport, donc vous devez vous augmenter le prix du transport, vous diminuer le prix du logement. C'est une optimisation. Vous devez... voilà, vous pouvez avoir un truc plus grand plutôt que plus petit, etc. Donc il y a des tas de facteurs qui vont vous être importants dans la vie de tous les jours, et en particulier quand vous ferez votre métier. Donc là, on a pris un exemple qui est très simple, qui est l'exemple de la loi de Hooke, c'est-à-dire F égale Kx, où on avait la raideur d'un ressort, Newton par mètre, et l'extension du ressort en mètres, et on appliquait cette force, on regardait l'extension associée, et on se posait la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait relier F, K et X, et surtout, comment est-ce qu'on peut mesurer K qui n'est pas mesurable exactement. Okay. D'ailleurs, ça c'est une question. Pourquoi est-ce que K... Enfin, ce n'est pas une vraie question de dire pourquoi est-ce que K n'est pas mesurable exactement, parce que je vous donne déjà la réponse, mais comment est-ce qu'on ferait pour mesurer K directement? Si on avait... Donc, vous voyez, K, c'est la raideur. Donc, c'est si vous prenez un élastique, je ne sais pas, pour vous entraîner, par exemple, ou un élastique pour s'attacher les cheveux, le truc, là, il a une certaine raideur. Donc, plus c'est raide, plus c'est dur à allonger. Et moins c'est raide, plus c'est facile à allonger. Okay. Donc dans le corps humain, on a les muscles. Les muscles sont faits de fibres qui sont élastines et collagènes. Et ces fibres-là ont aussi une certaine raideur. Donc quand on veut modéliser un muscle, on doit avoir une idée de la raideur du tissu. Donc maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on ferait pour mesurer cette raideur de manière directe? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ou de la calculer, ou de l'estimer? Donc en gros, on nous donne un bout de métal, c'est un ressort, ou un bout d'élastique,
Et comment est-ce qu'on fait pour mesurer la raideur de... Oui. On expérimente avec un poids, par exemple, Mhm. force, Mhm. et on calcule la différence des longueurs avec le poids et sans poids. Ah, parfait. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pendant le cours, plus ou moins. C'est-à-dire, c'est une mesure indirecte, parce que vous mesurez le déplacement en connaissant la force, et vous déduisez quelle est la raideur. Ça, c'est parfait, c'est une mesure indirecte, mais j'ai dit on ne peut pas mesurer directement, mais c'est faux, en fait. On peut la calculer, mais c'est pas du tout trivial. Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour mesurer la raideur d'un bout de métal? Enfin, la mesurer ou la calculer même. C'est pas si facile si on réfléchit. Déjà, ça va dépendre de pas mal de facteurs, de la température, ça va dépendre de comment il a été fabriqué. Donc ça va dépendre, si vous regardez un bout de métal, vous voyez quoi? Donc supposons que là, je fasse un petit zoom. C'est une digression, hein, ça n'a aucun rapport avec les maths, mais je trouve ça... Enfin, si, ça a un rapport, mais je trouve que c'est quand même intéressant. Donc si on fait un petit zoom là, et qu'on regarde à quoi ressemble ce bout de métal, là, qu'est-ce qu'on va voir? Donc voilà, on a ce petit bout-là. Et voilà. Donc ça, c'est ce petit bout. Si on continue à zoomer, donc je ne sais pas, moi, par exemple, on peut se mettre... on va simplement zoomer ici, ça sera plus simple. OK. Alors, si on zoome encore, là, qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que vous savez comment est fabriqué un métal? Bon, donc, ce qu'on va voir, ce sont des choses comme ça. Donc, hop, 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 hop. Alors, le nombre de côtés est aléatoire, on ne sait pas combien il y en aura. Et donc, est-ce que quelqu'un sait ce que je suis en train de dessiner, là? Ou a une idée de ce que ça peut être? Donc ça, c'est si on regarde au microscope. Hein. Bon, évidemment, il y en aura un peu plus, mais donc tout ce que c'est ça s'appelle des grains. Donc, on va avoir des grains, et ces grains, je pense que vous apprendrez ça en matériaux, j'espère, ils ont une certaine orientation. Ça veut dire qu'ils ne sont pas isotropes. Qu'est-ce que ça veut dire isotrope? Ça veut dire qu'ils se comportent pareil dans toutes les directions. Donc vous allez avoir différents types de grains, et chaque grain va avoir sa propre particularité. Alors vous en aurez peut-être des familles, certaines qui ressembleront les uns aux autres, mais en moyenne, on ne peut pas dire à l'avance que tel grain aura telle propriété. Donc, si on coupe le métal, voilà à quoi il ressemble. Donc si on regarde un bout de métal, c'est à peu près ça qu'on voit. Alors, selon le type de refroidissement du métal, si c'est de l'acier forgé ou si c'est de l'acier roulé, enfin, etc., vous aurez différents types de grains qui auront différentes tailles et différentes longueurs. Donc, par exemple, là, la longueur de ce grain-là, on peut dire c'est environ, je ne sais pas, on va dire 30 à 100 microns. Okay, donc, l'épaisseur du truc, là, du ressort, ça va être, bon, peut-être, je ne sais pas, un demi-millimètre. Donc, un demi-millimètre, c'est 0... c'est combien de microns, ça? Un demi-millimètre, 500 microns. Donc, 500 microns, on aura peut-être 5 grains de cette taille dans l'épaisseur. Et si les grains font 30 microns, on aura peut-être 15 grains, 20 grains dans l'épaisseur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut calculer la raideur, il faut avoir une idée de la raideur de chacun de ces petits trucs. Et on appelle ça le module Young.
Et chacun de ces petits grains va avoir un certain module de Young. Voilà. Et donc ça, c'est une méthode qui pourrait être utilisée. Ce qu'on peut faire, c'est mesurer par nano-indentation la raideur de chaque grain, ou en faire une moyenne, puis faire une intégrale là-dessus et dire la raideur moyenne, ça va être la somme des raideurs multipliée par le volume associé au grain divisé par le volume total, quelque chose comme ça. Donc ça pourrait être, on divise par le volume et on intègre E de chaque grain multiplié par le volume de chaque grain sur le volume. Et ça nous donne une valeur moyenne du module Young. Bon, ça c'est une méthode, mais c'est très complexe. Évidemment, on ne va pas faire ça, parce qu'il faudrait mesurer chaque grain individuellement. Il y a du boulot. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? En moyenne, on sait, OK, c'est un acier de type, je ne sais pas, moi je travaillais sur l'aluminium plutôt, donc on va dire un aluminium de grade T6. Et là, sur cet aluminium-là, on a une pléthore de mesures qui ont été faites, et on peut tout simplement utiliser une courbe qui nous a été donnée en fonction, oui. Parce que ce n'est pas le diagramme de contrainte-déformation. Oui, exactement. Donc ça veut dire que des gens ont fait des tests en laboratoire, souvent en variant la température, par exemple. Donc effectivement, la courbe contrainte-déformation va vous donner une certaine pente, et la pente, en général d'ailleurs pour un acier, ça ressemble à ça, parce que c'est ductile. Donc si on prend un matériau fragile, ça ressemble à ça. Ça c'est ductile, et lui, il est fragile. Et donc on peut mesurer la pente de cette chose-là, et la pente, ça nous donne le module de Young. OK? Donc, en général, la pente, on la mesure au début. On ne la mesure pas ici, parce qu'ici, on a déjà des micro-fissures qui se sont initiées, parce que c'est comme ça qu'un acier se fissure. En général, on a des micro-fissures qui s'initient le long des grains, en général à l'interface entre les grains et au coin, parce que c'est là où les concentrations de contraintes sont les plus grandes. Donc on va avoir des fissures qui s'initient ici, qui s'initient ici, et à force, elles vont se rejoindre, et elles vont former une fissure qui va entièrement couper le matériau en deux parties. Et c'est comme ça que ça se casse. Donc, si on est dans cette phase ici, c'est ce qui se passe. On a ces petites fissures qui commencent à s'initier. Puisqu'elles s'initient, la pente de la courbe diminue. Ça veut dire que le matériau devient moins rigide, puisqu'il y a des fissures dedans, donc il devient plus faible. Donc on atteint à un moment un pic. Ça, c'est la limite ultime de contrainte. Et puis après, on diminue, c'est-à-dire qu'on ne peut plus augmenter la contrainte quand on augmente la déformation. C'est-à-dire si on va vers la droite de cette courbe-là, la droite des abscisses, on ne peut plus augmenter la contrainte qui est acceptée par le matériau. Le matériau ne peut plus prendre de contrainte, donc il doit perdre de la contrainte. Et ça s'appelle l'écrouissage négatif, mais ça, ce n'est pas très grave le nom. Ce que ça veut dire, c'est que là, vous ne voulez plus utiliser le matériau. Parce que si vous l'utilisez, vous ne savez pas trop quand, mais à un moment ou à un autre, vous allez avoir cette rupture-là qui va être fatale à votre structure. Donc vous voulez être dans la zone linéaire élastique, si possible, c'est-à-dire vous voulez être dans cette zone-là avant qu'il y ait une diminution du module de Young à cause de la microfissuration. D'accord? Donc ça, ce que ça vous dit, c'est que quand vous fabriquez quelque chose, c'est une bonne idée d'avoir une idée de l'état du matériau, évidemment. Okay? Donc nous, enfin vous, tout le monde, vous resterez dans la phase sigma plus petite que sigma limite. Ça va être la limite de plasticité, par exemple. C'est au-delà de laquelle on ne peut pas revenir en arrière dans les déformations. Toute déformation qu'on a appliquée au-delà de la limite plastique
va être permanente. C'est-à-dire que quand on a tiré trop sur un élastique, on ne peut pas le ramener à la longueur initiale, parce qu'on a engendré des déformations à l'intérieur du matériau qui, elles, sont irrécupérables. On dit qu'elles sont unrecoverable, et ça vient de différents phénomènes. On a des dislocations qui se passent dans les plans du cristal, parce qu'un matériau comme l'acier, l'aluminium, c'est un cristal, mais c'est un polycristal, c'est-à-dire que c'est un cristal qui a différents atomes qui forment sa constitution. Donc, par exemple, avant 2006, dans tous les appareils que vous aviez dans vos voitures ou dans n'importe quoi qui a un circuit électronique, c'était du SNPB, donc tin lead, éteint plomb. Et après ça, à cause du plomb, qui évidemment crée le saturnisme, donc c'est pas cool, donc on a voulu enlever tous ces machins-là, et ça a été remplacé par tin silver copper, c'est-à-dire SNAGCU, qui n'a plus de plomb. Mais quand ils ont refait ce remplacement, par exemple chez Bosch, on a eu un doctorant qui travaillait là-dessus, eh bien, ils se sont rendus compte que la taille des grains a changé radicalement. Donc, quand ils étaient en train de fabriquer leur petite printed circuit board, la manière dont c'est fait, c'est comme ça. On a ici, ce sont des solder balls, et en dessous, on a un printed circuit board. Et si on zoome là-dedans, on trouve exactement la même chose qu'on voit là-haut, c'est-à-dire des grains. Et les grains étaient beaucoup plus grands. Et il se trouvait donc que la fissure, quand elle se propageait beaucoup plus vite, parce qu'il y avait moins de résistance à la propagation, parce que les grains, il y avait moins de géométrie fractale, si on veut, étaient plus petites, et ce qui voulait dire que donc ça se fissurait plus vite. Et donc ça, c'était pas bien, et on a étudié ça avec le thésard, qui a fait des simulations et qui a montré pourquoi ça se propageait comme ça et pas autrement. Donc ça veut dire que quand on fabrique quelque chose, c'est bon de savoir ce qui est dedans et pourquoi ça se comporte d'une manière ou d'une autre. Okay ? Donc maintenant, j'ai utilisé un autre mot que je voulais juste vous définir, parce que la plupart des gens ne comprennent pas ce que veut dire fragile et ductile. Je pense que vous, en tant qu'ingénieur, ça devrait commencer à rentrer dans vos têtes. Mais donc fragile, ça ne veut pas dire qu'il se casse facilement. D'accord ? Fragile, ça veut dire quelque chose qui se casse sans prévenir. Donc, par exemple, si je fais une courbe contrainte déformation, quelque chose de fragile, c'est quelque chose, on a sigma et epsilon, donc contrainte en verticale, déformation horizontale, on va charger et sans prévenir, boum, ça va casser. Donc ça, c'est très mal, très nul et absolument pas recommandé du tout pour n'importe quel matériau de construction. Donc c'est pour ça qu'on ne construit pas en verre en général, parce que le verre, enfin en tout cas pas des piliers, enfin peut-être des fois, mais il faut chercher des cas particuliers, parce que c'est un matériau qui charge, rien ne se passe, il ne se déforme pas plus qu'autre chose, et tout à coup, ça se casse. Donc ça, c'est vraiment la catastrophe, on ne veut pas ça, c'est pour ça qu'on a du métal ou du béton, parce que ce sont des matériaux ductiles. Donc le matériau ductile, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il charge, des mini-fissures, petites fissures apparaissent. On atteint la contrainte maximale, qui peut être la même d'ailleurs, ce n'est pas un problème. Et là, au lieu de tomber raide par terre, détruit, non, on continue à pouvoir prendre du chargement, seulement maintenant, le chargement ne peut plus augmenter, donc on peut se déformer, mais on doit diminuer la contrainte qui est absorbée par le matériau. Ça, c'est un peu difficile à comprendre au début. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la tangente à la courbe, plutôt que d'être positive, elle est maintenant négative. Et finalement, au bout d'un moment, il y aura trop de fissures et le matériau va simplement casser. Okay ? Donc, les matériaux qui opèrent par élastoplasticité, c'est-à-dire qui sont ductiles, sont des matériaux qu'on aime bien parce qu'ils nous préviennent. Donc, si on fait du monitoring, du structural health monitoring, comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'on met des senseurs sur les structures, comme on disait au premier cours, et qu'on mesure les déformations qui sont ici, eh bien, on peut voir qu'au bout d'un moment, il va y avoir pour la même contrainte, une très grande déformation qui va avoir lieu. Et donc là, on va se dire, attention, il y a un problème.
Et à ce moment-là, on peut arrêter le trafic ou on peut s'occuper de la structure. Tandis que si on est dans ce cas présent ici, ben ça monte, ça monte, ça monte. Et si on dépasse ce point, ben on ne le dépasse pas, on se retrouve à zéro et il n'y a plus de structure. Voilà. Donc tous les matériaux qui ont l'air de ça, de ces grains comme ça, en général sont ductiles, tout simplement parce qu'ils ont beaucoup de mécanismes de fissuration, dont un sont les dislocations qui se baladent le long des plans, à l'intérieur des grains, qui finissent par s'accumuler le long des grains ici, elles migrent et elles fabriquent des fissures. Voilà, ça c'est à ça que ça ressemble. Et une dislocation, c'est juste deux plans d'atomes qui, au lieu d'être alignés, sont décalés. Et c'est ça qui affaiblit le matériau localement. Donc c'est vraiment à l'échelle atomique. Donc je n'avais pas prévu de vous dire tout ça, donc c'est pas grave. Là, la raison pour laquelle je vous disais ça, c'est parce qu'on peut utiliser cette technique, on peut faire une image de la microstructure et on peut calculer on peut tout calculer à partir de la microstructure. Donc aujourd'hui, on est capable de faire ça. Si vous allez par exemple au CRM en Belgique, vous leur donnez un bout de matériau, ils vous analysent le matériau, super cher, mais ils vous font tout ce que vous voulez. Électron-microscopie, ils vous font la surface, ils vous font l'état de surface, la structure, comment ça s'appelle ça, la texture, ils vous font la rigidité de chaque grain par nano-indentation, etc. Donc vous pouvez tout calculer, presque. Il y a un problème pour les interfaces, ça c'est toujours pas très facile à mesurer, mais on peut presque tout calculer directement en mesurant expérimentalement ce qui se passe à l'échelle du dessous. Et c'est assez agréable intellectuellement de se dire je vais calculer l'échelle supérieure en utilisant ce qui est fondamental, c'est-à-dire ce qui vient de l'échelle inférieure. Et je peux même aller à l'échelle atomique. C'est quand même assez satisfaisant intellectuellement. Et ce qui est encore plus agréable, c'est qu'on peut se dire les expériences justement sont très chères, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un calcul de dynamique moléculaire à l'échelle du grain. D'accord ? Donc on va se mettre dans le grain et on va simplement regarder, par exemple, on a un cristal, il peut avoir différentes formes. Ça, c'est un cristal cubique. C'est certainement pas un cristal qu'on retrouve dans l'acier. Je n'y connais rien, je ne suis pas un cristallographe, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on peut mettre les atomes comme ça. On peut calculer les forces interatomiques. D'accord ? Ça, on peut parce qu'on a des potentiels interatomiques qui nous donnent la force en fonction de la distance entre deux atomes. Donc, par exemple, si on fait F en fonction de la distance, on a Lennard-Jones. C'est un potentiel qui ressemble à ça. Donc, ça veut dire que quand la distance est 0, la force est infinie, parce que deux atomes qu'on essaye de rapprocher de manière infinitésimale, ça ne va pas aller. On sait bien que si on rapproche deux atomes, ils vont avoir tendance à se repousser en général, okay, parce qu'ils sont neutres. Donc ils vont pas s'attirer en tout cas, puisque théoriquement l'atome n'est pas chargé. Voilà, donc ça ressemble à ça. Et après, on les met tous ensemble, on calcule toutes les forces qu'il y a sur tous les atomes, un par un, et on peut appliquer des conditions limites, c'est-à-dire on dit, OK, maintenant je vais virtuellement faire un test de traction, comme vous disiez, si justement là-bas, derrière, quand vous avez répondu, c'est une courbe contrainte déformation, exactement, et on peut faire une courbe contrainte déformation virtuelle en reproduisant la microstructure du matériau atome par atome, en disant qu'un atome de carbone interagit avec un atome de silicium de telle manière, on a un potentiel expérimental qui a été calculé par la mécanique quantique en général. Et donc on est descendu à l'échelle encore en dessous, parce qu'à l'échelle encore en dessous, ce qu'il y a, on a des nuages électroniques. Vous voyez, autour des atomes, on a des nuages électroniques, ce qui veut dire que les atomes en fait n'existent pas, entre guillemets, ce sont juste des superpositions d'états, d'électrons, de protons, de neutrons, qui sont là, mais pas exactement là, comme on sait en mécanique quantique, tout est un peu là, mais pas vraiment là, et qui interagissent les uns avec les autres, et c'est comme ça qu'on trouve ce potentiel ici, par exemple de Lennard-Jones. Celui-là, il est expérimental, mais il y a des potentiels qui peuvent être calculés de manière numérique à partir des équations directes de la mécanique quantique. Et donc ça, c'est aussi très cool, parce qu'on peut descendre d'une échelle encore plus basse pour dire, OK, maintenant je calcule tout numériquement. Et là, on en est à un niveau, au niveau vraiment académique, où on est capable de faire ça pour pratiquement n'importe quel métal ou n'importe quel matériau. OK ? Bon, ça ne va pas vous servir pour le béton, parce que si on devait faire ça pour
un pont en béton ou un barrage, on ne serait pas sorti de l'auberge, parce qu'il y a des agrégats, il y a de la pâte de ciment, c'est un matériau qui est vivant, qui s'hydrate toute sa vie, qui change de rigidité toute sa vie, qui flue, il y a du fluage, il y a du retrait, enfin il y a des tas de procédés qui sont vraiment hyper complexes. C'est beaucoup plus difficile de modéliser le béton que c'est de modéliser l'acier. Alors que le béton, il y en a partout, on a l'impression que c'est trivial, mais il y a la moitié du monde qui travaille sur la modélisation du béton. C'est hyper difficile, des gens très intelligents qui sont complètement perdus sur comment faire du béton qui utilise moins de CO2, par exemple. Parce que les agrégats, ce n'est pas par hasard que c'est ceux-là qu'on a utilisés, c'est parce qu'ils collent bien avec la pâte de ciment. Si on prend du verre, qui n'utilise pas du tout autant de CO2, par exemple, comme agrégat, ben on ne peut pas utiliser n'importe quel ciment, et ça simplement, le béton ne pourra pas tenir. Il se disloquera. Donc voilà, il y a des tas de petits trucs comme ça qui sont intéressants. Voilà, mais c'est juste pour dire, si on essaye de calculer à la main la raideur d'un ressort, ben c'est pas hyper facile si on n'a pas de méthode expérimentale. Okay, mais évidemment, le truc qu'on ferait, c'est qu'on irait voir, ok, quel est le métal. Si on connaît le métal, on va dire, ben voilà, dans les tables, ils nous disent, module Young, c'est, je ne sais pas, 200 mégapascales, et voilà, on va faire ça, c'est tout. Et si on n'a pas, ben, si c'est un nouveau matériau, et ça c'est ce qu'on fait en recherche dans mon groupe, entre autres, par exemple le CEO de, je ne sais pas, MTD Lab est venu nous voir, il nous a dit, voilà, on veut des matériaux qui soient résistants à la radiation, et en même temps on veut des matériaux qui soient légers et qui soient résistants à la fissuration, parce qu'on veut envoyer ça dans l'espace pour protéger les astronautes. Alors voilà, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Ben, c'était ça la question. Donc là, ben, comme on ne sait pas, on essaye différentes choses, et jusqu'à ce qu'on trouve une combinaison de matériaux qui marche. C'est à peu près ça, la méthode, c'est pas très systématique, mais c'est à peu près ça. On fait de l'optimisation sur toute la table de Mendeleïev pour trouver toutes les combinaisons d'atomes qui vont être stables et celles qui vont être plus absorbantes pour les radiations à haute énergie. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, on fait un sous-groupe pour trouver celles qui vont être capables de résister à la fissuration selon le chargement qu'il y a quand on envoie quelque chose dans l'espace, c'est-à-dire des vibrations à haute fréquence. On veut que le matériau soit capable de résister à ça. Et après, on fait des essais numériques. Et une fois qu'on a trouvé des idées de composantes ou de compositions, on fabrique ces choses. Et c'est là où tout le problème arrive, parce que la fabrication nous demande, évidemment, nous engendre des incertitudes énormes. Donc, si on fait de l'impression 3D, on a un problème. Si on fait du roulage, on a un autre problème. Si on fait du forgeage, on a encore un autre problème. Pour chaque procédé de construction, de manufacturing, de production, on va avoir un problème différent qui va créer des incertitudes. Donc nous, on aura toute notre théorie que je viens de vous expliquer. On aura une valeur. Ensuite, on va fabriquer le truc. Et ça n'aura aucun rapport parce qu'il y a plein d'incertitudes qui vont s'être infiltrées dans la fabrication du matériau. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Quand on fabrique quelque chose, il faut prendre en compte où on le fabrique, comment on le fabrique. Ça, pour le béton, c'est très connu. Si on coule du béton par moins 20, le résultat n'est pas le même que si on coule du béton par 40 degrés dans une atmosphère humide, une atmosphère chargée en sel, etc. Ok, bref, ça c'était une digression. J'espère que c'était intéressant. Sinon, tant pis. En tout cas, pour moi, c'était bien, donc tant mieux. Ensuite, définition de la fonction. Maintenant, on a une fonction qui a deux composantes f de k et de x. Donc, f a une fonction de k et de x. Et on dit c'est une fonction de R2 qui va dans R. Et on va faire des mesures et on va essayer de trouver comment on peut faire l'optimisation qui va nous donner g sur k. Ok, donc on a donc une fonction de 3 variables k qui dépend de m, g et de x. Et notre question, c'est quelle est l'erreur sur k connaissant l'erreur sur la mesure de m, g et x. Donc la question qui est ici. Voilà, donc ensuite on a introduit une erreur de mesure. On a dit que l'erreur de mesure, c'était delta m, delta g et delta x. Donc on a dit aussi que des deltas, ça représentait des quantités... des grandes quantités, alors que les petits d
représenter des petites quantités, des quantités infinitésimales, comme la largeur de la chambre de l'hôtel de Hilbert ou la largeur de la place assise dans le bus de Hilbert. Et ensuite, on a expliqué que ce petit dk, on pouvait l'écrire comme une combinaison de 3 dérivées partielles par rapport à m, par rapport à g et par rapport à x, en gardant ce dm qui est ici. Donc, tout de suite, on peut voir qu'il y a au moins quelque chose d'homogène là-dedans, au niveau des unités, parce qu'on divise par dm, on multiplie par dm, on divise par dg, on multiplie par dg, on multiplie par dx, on divise par dx. Ça veut dire on ne change pas l'unité. À chaque fois qu'on multiplie par 1, on divise par le même. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on se retrouve en gros avec du dk égale du dk. Donc ça va. Déjà, c'est peut-être vrai. C'est en tout cas pas forcément faux. Alors que si les unités étaient fausses, ça c'est quelque chose que vous savez, j'imagine, si vous avez une quantité qui est mesurée en mètres et l'autre en chou-fleur, ben, vous ne pouvez pas les égaliser. D'accord ? Il faut avoir la même unité. Donc ça, c'est une bonne initiative, c'est toujours de vérifier vos calculs. Vérifiez d'abord l'unité. Ça vous aidera. Et deuxièmement, si vous connaissez les unités, ça vous permet de vous rappeler des formules. Beaucoup plus facile, par exemple, de savoir que la distance est égale à la vitesse multipliée par le temps. C'est évident que donc la vitesse, ça va être des mètres divisés par des secondes, puisque la distance est égale à la vitesse multipliée par le temps. D'accord ? Donc ensuite, on sait tout de suite que vu que la vitesse est mètres secondes, forcément la distance, ça va être des mètres la vitesse multipliée par le temps. Okay ? Donc, petite technique au cas où vous ne la connaissiez pas. Ensuite, on a calculé les dérivées partielles, on a montré le cas général. Ce truc-là, pas besoin de l'apprendre par cœur, d'accord ? D'ailleurs, besoin d'apprendre rien par cœur, ici, je vous dis tout de suite. Ah oui, au fait, au test, vous aurez le droit à une feuille A4 recto verso avec tout ce que vous voulez écrire dessus. Si vous voulez écrire des poèmes de Rimbaud aussi, vous avez le droit. Voilà, donc toute formule, n'importe quoi. Ce qui vous plaît, vous pouvez écrire. 2 pages, recto verso. Je sais que vous allez me reposer la question, mais je vous le dis quand même, parce que comme ça, c'est dit. Juste pour, ça vous rassure, n'apprenez pas les trucs par cœur, ça ne sert à rien. D'accord ? Rien du tout. Il faut juste savoir dériver une fonction. Donc, savoir que la dérivée de sinus, c'est cosinus, cosinus, c'est moins sinus, tangente, etc. Ça va aller. Logarithme. La racine carrée, même pas, parce que c'est une puissance. Donc, savoir dériver une fonction puissance, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir vraiment. Le reste, ça peut toujours être retrouvé. Donc, voilà. Mais si vous avez peur, vous pouvez toujours tout écrire en fonte 2,2 et ensuite apporter une loupe. Et ça va très bien. OK ? Et donc, en revanche, il n'y aura pas de calculatrice, que vous sachiez direct. Parce qu'il n'y en a pas besoin, en fait. Donc, les trucs les plus durs, ça sera cosinus 30 degrés ou sinus 60 degrés, donc ça devrait aller. OK, donc maintenant, on suppose qu'on a des mesures expérimentales, delta K, etc. Donc ça, on ne va pas tout reprendre parce qu'on l'a déjà vu 15 fois. Voilà, on va reprendre ici, quand on dit exemple, Q de x et y égale S de x et y. Donc là, c'est une quantité Q, et on essaye d'en trouver le max, qui est le produit de x et y. Okay, donc là, c'est l'aire de cette surface, ce champ, cet appartement, je ne sais pas ce que c'est, qui fait 9 mètres dans une direction et 220 dans l'autre. Oui, donc c'est plutôt un champ ou un jardin. Et on cherche l'erreur sur S, sachant que M, c'est égal à une valeur moyenne M0 plus ou moins delta M, où delta M, c'est une erreur de mesure. Donc quand on mesure quelque chose, c'est tout le but de ce chapitre, on commet toujours une erreur. Ici, on dit que l'on commet une erreur de 10 puissance moins 2 kg. D'accord ? Et là, une erreur de 10 puissance moins 1 cm. Et sur G de 10 puissance moins 3 mètres secondes moins 2. Ok, par exemple, comment je sais que l'unité c'est mètres secondes moins 2 ? Parce que c'est une accélération. Okay. Mais je sais aussi que F égale MA, donc A égale F
sur m. Donc, l'unité de ça, c'est aussi newton par kilo. Donc, vous voyez là tout de suite, on peut voir que newton par kilo et mètre seconde moins 2, c'est la même chose. Donc, c'est quand même cool. Ok, et là maintenant, on cherche l'erreur sur K. Et il nous faut juste ça. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui et qu'est-ce qu'on voulait dire? Ok, donc maintenant, ce que je vous avais dit, c'est de regarder ça en utilisant deux méthodes. Donc la première méthode, c'était calculer l'erreur à la main, on va dire. Donc à la main. Donc à la main, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a un champ et on nous a dit qu'on avait une erreur de mesure. Donc on va faire deux calculs. On va d'abord calculer en supposant que ça, ce soit x. Ici, on va dire que c'est y. Donc on a la longueur x0 et la longueur y0. Et cette longueur, donc ici, c'est y0 plus delta y. L'autre, c'est x0 plus delta x. Donc si on calcule, on va dire soit x1 égale x0 plus grand delta x, y1 égale y0 plus delta y. Et maintenant, on veut calculer x1, y1. Parce que ça, c'est la valeur maximale, c'est l'aire maximale qu'on peut obtenir. D'accord? Ça, c'est R maximale. En tenant compte de l'erreur. Donc l'aire maximale, on va l'appeler A1, c'est x1, y1, c'est-à-dire x0 plus delta x facteur de y0 plus delta y. Donc ça, on multiplie, on se trouve avec x0, y0. Ça, c'est l'aire de ce truc. Plus x0 delta y. Ça, c'est l'aire de ce truc. Plus y0 delta x. Ça, c'est l'aire de ce truc. Plus delta x, delta y, c'est l'aire de, on va dire, ce truc. Et en général, quand on a deux delta x, delta y, on peut les éliminer. Mais là, pour l'instant, j'ai décidé de les garder. D'accord, ok. Donc maintenant, ça nous donne quoi? Si on évalue cela, ça fait x0, c'était 9 mètres. Alors que j'écrive ça ici, x0 égale 9 mètres. X delta x égale 2, 10 moins 2 mètres. Y0 égale 220 mètres. Et delta y égale 50, 10 moins 2 mètres. Ça, c'est les données. Donc là, on calcule ça. Donc x0, y0, ça nous donne 9 fois 120. Pardon, 220.
plus x0 delta y, ça nous donne 9 fois 50 10-2, plus y0 delta x, ça nous donne 220 fois 2 10-2, plus, et là vous allez voir tout de suite pourquoi, 2 10-2 que multiplie 50 10-2. Donc vous voyez tout de suite l'ordre de grandeur. Bien sûr, le premier va être le plus grand, c'est logique. Ensuite, on va avoir les termes qui contiennent un delta et un nombre normal. Donc ça va être celui-là, par exemple. Donc vous voyez que celui-là contient un 10-2, celui-là contient un 10-2, et celui-là contient un 10-2 multiplié par un 10-2. Donc vous voyez, ça va être intéressant plus tard. Ça s'appelle une quantité du deuxième ordre. Ça, c'est premier ordre. Et ça, c'est premier ordre. OK, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, ça va être de l'ordre de 10-4. D'accord? Bon, évidemment, on a un 50 devant qui va nous donner un 10-3, mais de manière générale, c'est de l'ordre de 10-4, alors que là, du premier ordre, c'est de l'ordre de 10-2. Et là, c'est de l'ordre de 1. Je ne dis pas que c'est égal à 1, je dis que c'est de l'ordre de 1. Okay? De l'ordre de 1, ça veut dire que ça a la quantité, on va dire, principale qui nous intéresse. Et les autres, ce sont des erreurs, ce qui veut dire des détails. Et quand on fera les développements de Taylor, peut-être aujourd'hui, si on a le temps, peut-être pas, eh bien, vous verrez qu'il y a des quantités du premier ordre, du deuxième ordre, du troisième ordre, du quatrième ordre. Okay? Donc là, c'est toujours ça. Dès qu'on a une quantité du premier ordre, tout ça, c'est du premier ordre. Tout ce qui est plus grand, c'est-à-dire plus petit, enfin, de plus haut ordre, eh bien, ça ne compte pas. C'est comme si on pouvait l'oublier. Okay? Donc là, on ne va pas l'oublier, juste pour voir à peu près les quantités. Est-ce que quelqu'un peut calculer ces trucs? Parce que je n'ai pas le calcul sous les yeux. 9 fois 220, allez, je vais le faire. 9 fois 2, 18. 9 fois 2, 18, 19. Donc, 1980. Si c'est faux, vous me dites. Hein. Plus 450, 10-2. Oui, c'est pas non plus très dur à calculer. Plus 440, 10-2. Plus 110-4. Oui, c'est trivial. OK, donc 1980 plus 450, 10-2. Donc plus 4,50, plus 4,40, plus 110-4, c'est-à-dire 10-2. Donc maintenant, si on calcule ce truc-là, 4,5 plus 4,4, ça fait 9,9. 9,9 plus 1980, ça fait 1989,9. Et là, on ajoute 10-2, et vous voyez que le 10-2, où est-ce qu'il arrive? 1989,91. Ouais, ça ne m'étonne pas que je me sois trompé. Où est-ce que c'est 8? « 9 fois 2, 18. 9 fois 2, 18. Plus 1, 19. OK, on recommence. Qu'est-ce qui est 8? Ah, 8, pardon. Oui, désolé, pardon. Désolé, 8, il est là, le 8. « 88. Merci. Donc, 1988,91. Et, ou 91. Donc, ce truc-là, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là et c'est celui-là. Donc, vous voyez, le 1 qui arrive là, donc le deuxième chiffre après la virgule, il vient de la quantité d'ordre
plus grand. Donc, si on avait voulu, on aurait pu négliger ce truc et on n'aurait pas trouvé quelque chose de drastiquement différent. Ok, bon, là, on a pris 2 heures pour calculer un produit de deux nombres. Donc là, on va aller un peu plus vite. On va calculer maintenant la surface minimale. Donc, surface minimale. On va y arriver. Je ne vais pas refaire le dessin. D'ailleurs, je vais le copier. Ça sera plus simple. Voilà, donc maintenant, si on veut la surface minimale, on va enlever le delta x et on va enlever le delta y et on va simplement calculer cette surface-là. Donc, on va enlever ce x0, y0 aussi. Ok. Voilà, donc là, il nous faut cette surface. Ça, c'est la surface minimale. Donc, on peut la calculer assez facilement. S min égale S de x0 moins delta x, virgule y0 moins delta y. Ça, on va l'appeler x2 et celui-là y2. Oui. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que. Non, maintenant dans la nouvelle surface. Oui. Pourquoi elle est maintenant comme ça petite? Est-ce que c'est pas juste la surface x0, y0? Alors, ce qu'on fait, oui, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup expliqué. Ce qu'on fait. Merci pour la question. Hein. Mais c'est vraiment bien de ne pas avoir peur de poser des questions, parce qu'il n'y a pas de questions idiotes, et je suis sûr que tout le monde se pose les mêmes questions, mais n'ose pas la poser. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule les deux extrêmes. Donc si vous voulez, l'idée... est-ce que je le... Ouais. L'idée, c'est ça, c'est que si on mesure x, on a une valeur moyenne, x0. Pourquoi on parle de valeur moyenne? C'est parce qu'on fait la mesure 10 fois. D'accord? On va trouver 10 valeurs, jamais la même, ou peut-être des fois la même par hasard. D'accord? On fait un histogramme et on calcule la valeur moyenne. Ensuite, on dit, OK, c'est plus ou moins delta x. Parce que j'ai utilisé une chaîne d'Arpenteur et je sais, j'ai calibré la chaîne, ou j'ai calibré le laser, et je sais que l'erreur, c'est tant, par rapport à ce que je mesure. Donc, là, on sait, c'est plus ou moins delta x. Donc, ça veut dire que ici, c'est plus delta x, on va à droite, et là, on va aller à gauche, ça va être moins delta x. Donc si on va par là, c'est moins delta x, par là, c'est plus delta x. Donc ça veut donc dire que la surface maximale, elle va être donnée quand la largeur est maximale, et la surface minimale va être donnée quand la largeur est minimale. C'est-à-dire qu'on prend la moyenne, on lui enlève le delta x, ça nous donne la valeur min, on lui ajoute le delta x, ça nous donne la valeur max. On fait pareil avec y. Et ensuite, on multiplie la valeur max de x par la valeur max de y. Ça nous donne la valeur max de la surface. Puis, on multiplie la valeur min de x par la valeur min de y. Ça nous donne la valeur min de la surface. OK? C'est plus clair? Très bien. Donc, déjà, il faut peut-être que je fasse ça mieux. Voilà. Bon, c'est vraiment moche, mais c'est peut-être moins imprécis. OK. Donc, maintenant, x2, c'est x0 moins truc. Donc, 2 moins 2, 10 moins 2, c'est-à-dire... C'est pas 2, c'est 9. Alors, 9 moins 2, 10 moins 2, c'est-à-dire 8
220,98 mètres. Y2 égale, donc Y0, c'est-à-dire 220 moins 50 moins 2, c'est-à-dire 219,5 mètres. Ouais. Et après, on calcule donc S minimal qui est égal à 8,98 que multiplie 219,5, c'est-à-dire 17, n'importe quoi, 1971,11 mètres carrés. Ok, donc cette fois, je n'ai pas fait tout le calcul ligne par ligne, parce qu'on a compris la première fois. Donc maintenant, l'erreur max, c'est évidemment S max moins S min. Et si on remplace par ce qu'on vient de calculer, ça nous donne 1988,91 moins 1971,11, c'est-à-dire 17,8 mètres carrés. Donc ça, c'est l'erreur max. Bien, et alors ça ne fonctionne que parce que la fonction qui a S associe S de xy seulement parce que, voilà, ça c'est vraiment de belles maths, S xy est croissante, est une fonction croissante de x et y. D'accord ? Partout. Et elle est croissante, non seulement croissante, mais elle est aussi monotone. Donc ça veut dire que si j'augmente x, je vais augmenter s. Si j'augmente y, je vais augmenter s. Et il n'y a pas de question à se poser. Si j'en augmente un et que je diminue l'autre, qu'est-ce qui se passe, etc. Oui. Oui, oui, d'accord. Je savais que ça allait faire ça. Merci. On ne peut pas prendre de raccourci parce que dès qu'on prend un raccourci, ce n'est pas lisible. Donc, voilà. Donc, on a tout ça. Donc, maintenant, le truc, c'est que donc, cette méthode est complètement inutile parce que dans le cas réel, c'est jamais comme ça. OK ? Dans le cas réel, on n'aura pas de fonction qui sera croissante en x, fonction croissante de x, croissante de y, et donc il n'y a rien à faire, quoi. Mais il y aura des cas où il va y avoir des mélanges et on ne peut pas savoir. Donc, on va maintenant faire la méthode. Donc, ça, cette méthode est très limitée. Donc, différentiel total. Alors, on a toujours cette fonction, donc S qui prend x et y, qui lui associe S de x et y, qui est égal au produit x, y. Et comme on a dit, on va calculer la différentielle totale, c'est-à-dire petit d droit S égale dérivée partielle de S par rapport à x, d droit x, plus dérivée partielle de S par rapport à y, d droit y.
Donc on va d'abord calculer la dérivée partielle de s par rapport à x, qui est à dire la dérivée partielle par rapport à x de x multiplié par y. Y est pris comme une constante, ça nous donne donc y. De la même manière, dérivée partielle de s par rapport à y, c'est la dérivée partielle par rapport à y de x fois y. X est prise comme constante, c'est-à-dire on obtient donc x. Maintenant, si on veut donc remplacer ça dans l'équation dite étoile, donc on fait ça, et ça nous donne ds égale grand. Alors, dérivée partielle de s par rapport à x, c'est y, dx, plus dérivée partielle par rapport à y, c'est x, dy. Et donc maintenant, si on veut l'erreur maximale, donc je vous dis, n'apprenez rien par cœur. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de se bloquer le cerveau avec des trucs qui ne servent à rien. Donc là, il faut essayer de quand même réfléchir à pourquoi ça s'appelle l'erreur maximale. Comment on fait? On a dit la dernière fois qu'il était tout à fait possible que quand je calcule ces trucs, avec les dx, etc., ben je me retrouve avec une contribution négative, une autre positive, et que quand je les mets ensemble, ça me donne une erreur 0. Donc ça, on ne veut pas. On ne veut pas se retrouver avec des erreurs qui se compensent, parce que sinon, ça ne sert à rien de faire un calcul. Donc, quand on dit erreur maximale, donc là, c'est quelque chose, vous pouvez essayer de vous mettre dans la tête, vous vous dites, supposons que là, ça me donne moins 2,3 et ici 2,4. Je dis n'importe quoi. Hein. Si je les mets ensemble, ça me fait 0,1. Donc l'erreur, elle est ridiculement petite et ça n'a aucun sens. Parce que la vraie erreur qu'on va commettre, c'est pas ça. L'erreur maximale qu'on va commettre, on va l'appeler valeur absolue de ds. Et ça va être égal à quoi? Ça va être égal à valeur absolue de y dx plus valeur absolue de x dy. Donc comme ça, on s'affranchit directement du problème des erreurs qui se compensent. Donc ici, on peut dire attention, remarquez bien les valeurs absolues. Ça évite Ok, donc maintenant, si on calcule ce truc, on espère, en tout cas, retrouver à quelque chose de proche de ce qu'on a calculé avant. Sinon, ça ne marchera pas très bien. Et donc, avant ça, il faut nous dire, ok, le dx va devenir un delta x et le dy va devenir un delta y parce qu'on est dans la vraie vie et que dans la vraie vie, on n'a pas de dx, mais on n'a que des delta x. Et de la même manière, comment est-ce qu'on va faire pour calculer cette valeur ici? Là, on va la prendre, cette valeur, à la valeur moyenne. Donc cette valeur-là, on va choisir y0, et pour cette valeur-là, on va choisir x0, parce que ce sont les seules données qu'on ait. Et donc, l'erreur maximale, d'ailleurs on pourrait l'écrire max, j'ai juste ajouté ici max, voilà. L'erreur maximale va nous donner donc y0, c'était 220, multiplié par 0,02, valeur absolue, plus x0, c'est-à-dire 9, multiplié par 0,5. J'espère que je ne me suis pas trompé. Donc ça nous donne 4,4 ou 4,40 plus 4,50, c'est-à-dire 8,5.
6,9 mètres carrés. Ça, c'est donc ds max. Et je crois bien que c'était ce qu'on avait. Oui, c'est le double, quoi. Pardon ? Oui, c'est le double de ce qu'on avait trouvé, la moitié de ce qu'on avait trouvé avant, ce qui est tout à fait logique, puisque ce qu'on avait trouvé, c'est le max moins le min. Donc maintenant, on a 2 fois le truc de chaque côté. Okay ? Donc, comparer à S max moins S min égale, c'était 17,8, je crois. 17,8 mètres carrés. Pourquoi ? Parce qu'on a là S0. S min, c'est ça. S max, c'est ça. Et le delta S, donc, c'est-à-dire environ ds, ou plutôt ds environ delta S, c'est plutôt comme ça que ça s'écrit. Ça, c'est égal à 8,9 mètres carrés. Donc, ce que vous voyez, c'est que on a maintenant S égale S0 plus ou moins delta S égale, donc S0, c'était quoi ? 220 fois 9. 220 fois 9 plus ou moins 8,9 mètres carrés. D'accord, ça c'est x0. X0, Y0. Voilà, c'est cool, non ? Moi, personnellement, je trouve ça cool parce que ça montre qu'on peut utiliser une méthode super sophistiquée, très complexe, avec des dérivés partiels, etc., et trouver exactement la même chose qu'en utilisant une méthode complètement absurde dans le cas général, mais qui est dans ce cas-là qui marche. Et ça, dans ces cas-là, je trouve que c'est assez satisfaisant. Voilà, donc, maintenant, le deuxième exercice, c'était, je ne vais pas le faire, c'était calculer l'erreur sur la raideur. Je vais vous réécrire l'exercice, vous pouvez le faire, et peut-être que Camilo le fera avec vous. Donc, exercice 2. Oui. Dans quel sens ? On a une fois 8,9 mètres carrés et une fois 17,8. Oui, parce que 17,8, c'est la différence ici. Ça, c'est 17,8. Et si vous faites 8,9 fois 2, à moins que je me trompe, ça fait 17,8. Peut-être que je me suis trompé, hein, mais je ne crois pas. 2 fois 9, 18, 2 fois 8, 16 et 1, 17. Ouais, c'est ça. Parce que dans un cas, on ne calcule pas l'erreur, on calcule la différence la plus grande possible entre la valeur la plus grande et la valeur la plus petite. Tandis que là, on calcule, si vous voulez, vous pouvez voir ça comme la demi-erreur, puisque c'est plus ou moins. C'est à cause de ça qu'on a le... Mais c'est une très bonne question. C'est à cause de ce truc-là, en fait. Donc, en fait, la première méthode, vous pouvez l'oublier. Ça ne sert à rien. Tout ce que... Enfin, en pratique. Vous pouvez juste vous souvenir de celle-là. Le but, c'était de vous faire l'illustration dans un cas simple pour vous convaincre, même si ce n'est pas une preuve, que dans un cas plus complexe, ça marche quand même. Vous voyez, c'est juste ça. Même si ce n'est pas du tout une preuve et que ce n'est pas un raisonnement logique. Hein, parce que ce n'est pas parce que ça marche dans un cas que ça marche dans tous les cas, bien sûr. Donc, oui, pardon. L'erreur maximale ds max égale à f dx. Pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas f égale à f0 plus Ah, attendez, il faut que je vois où on est parce que là, je ne comprends pas. Ici. on a f dx et x dx. Ici. Oui. Donc.
Ici? Là. Mhm. Ah, pourquoi on ne remplace pas y par y0 plus delta x, c'est ça? Pourquoi on ne remplace pas y par y0 plus delta x? Alors, on remplace... Donc déjà, on peut. Et si on le fait, on trouve à peu près pareil, sauf qu'on aura... Alors, si on le fait, voilà ce qui... Ça, excellente question, encore une fois. Donc, on va juste écrire. Si ici, on a y0 plus delta x, que multiplie delta x... Bon, je ne vais pas écrire le reste, hein, juste ça. Où ça? Ah, pardon. je cherche midi à 14h et le truc de base est faux. Oui, merci. Et c'est... Oui, voilà. Donc, ça nous donne égal y0 delta x plus delta y delta x. Et ce truc, c'est négligeable. Donc, de toute manière, même si on calcule comme ça revient au même. Ça sera une variation très petite. Et si on faisait avec moins delta y, ce serait pareil. Ça ferait exactement pareil. Donc, c'est pas faux, c'est pas juste. La manière de réfléchir, si vous voulez, c'est qu'on calcule à la moyenne, à la valeur moyenne. Donc, j'aurais pour être... En fait, c'est logique que vous posiez la question, parce que je n'ai pas été très précis. Ici, il aurait fallu écrire 2x0, y0, parce que cette fonction-là, ds, c'est une fonction de x et y. Et vous voyez, la seule fois où je ne l'écris pas, vous me posez la question, parce que c'est tout à fait logique de poser la question, vu que la fonction, si on ne sait pas où on l'évalue, ça n'a pas de sens. Donc en fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue la fonction à x0, y0. D'accord ? Et ici, c'était évalué à x et y, c'est-à-dire n'importe quelle valeur. Là, on l'a spécifié à la moyenne. Mais si on n'aimait pas ça, on aurait pu le spécifier n'importe où d'autre dans l'intervalle. Ça marche pareil. Et ça donnera exactement le même résultat parce qu'on a des termes de plus haut ordre. Et les termes de plus haut ordre, on s'en fiche. OK ? Merci beaucoup pour les questions. Très bonne question, en tout cas, tout ça. Hein. Tout le monde a pu corriger, écrire, raturer. OK. Donc, erreur sur K. Ah, c'est que ça avance pas trop vite avec toutes mes digressions sur les matériaux. Là. Donc, M égale M0 plus ou moins delta M égale 1 kg plus ou moins, je l'ai déjà écrit la dernière fois, mais je réécris, 10 moins 2 kg. X égale x0 plus delta x égale 1 cm plus ou moins 10 moins 1 cm. Et G égale, pareil, égale 9,82 mètres seconde moins 2 plus ou moins 10 moins 3 mètres seconde moins 2. Voilà, donc maintenant il suffit juste de calculer dk égale dérivée partielle de k par rapport à m dm plus dérivée partielle de k par rapport à x dx plus dérivée partielle de k par rapport à g dg. Ensuite de remplacer, voilà c'est tout. Ensuite de calculer dk en x en m0 x0 g0, c'est-à-dire des dérivées partielles de k par rapport à m en m0 x0 g0 fois dm plus dérivée partielle de k par rapport à x en m0 x0 g0 dx plus dérivée partielle de k par rapport à g évaluée en m0 x0 g0 dg. Et ça, ensuite on va prendre la valeur absolue parce qu'on ne veut pas avoir de compensation d'erreur. Et ça va nous permettre directement de calculer ce qu'il faut. Okay ? Donc si je me souviens bien, f égale kx, donc
mg égale kx, donc k égale mg sur x. Ça veut dire que dérivée partielle de k par rapport à m, c'est g sur x. Dérivée partielle de k par rapport à x, c'est moins mg sur x carré. Dérivée partielle de k par rapport à g, c'est m sur x. Voilà, et avec ça, vous pouvez tout calculer et vous n'avez besoin de rien, donc voilà, il n'y a plus qu'à le faire. Monsieur, Oui. Les valeurs absolues, on les écrit toujours ou Oui. ça dépend de l'exercice? Non, toujours. Toujours parce qu'on ne veut pas d'erreur qui se compense. Et on fait pause ou pas? Vous voulez dire maintenant une pause ou pas? Oui, on peut faire une pause si vous voulez. Ça c'était pas mal hein, quand même.